propose notre deuxième table ronde, Top Vidéo. Et pour cela, j'appelle Stéphane Perron et Véronique Tourette-Clément. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Installez-vous sur les canapés Roche-Beaubois, tous les deux. Alors, Stéphane Perron est directeur adjoint de la DIRM, la Direction interrégionale de la mer Méditerranée, qui dépend du ministère de la Transition écologique, entre autres, parce que le ministère, c'est la pêche aussi, c'est la mer, etc. C'est un gros ministère. Et Véronique Tourelle-Clément est déléguée générale de l'UPACA, l'Union des ports de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, auquel on rajoute Monaco. Il y a 147 ports dans la région qui sont adhérents de votre union syndicale. 3%, mesdames, messieurs, 3% des gaz à effet de serre sont produits dans le monde par le transport maritime. Stéphane, quelle est la réglementation au niveau du maritime et est-ce qu'on retrouve des éléments au niveau de la réglementation de la plaisance ? Bonjour à tous. Donc, enchanté d'être là. Merci pour votre invitation. Je dois tout d'abord excuser mon directeur Christophe Lenormand qui avait prévu d'être parmi vous mais qui est en déplacement en Corse pour la semaine. Donc, il m'a demandé de le représenter, ce que je fais avec grand plaisir. Alors, il n'y a pas une réglementation, il y a des réglementations. Tout d'abord, il y a une... Mettez bien le micro sur... Il y a tout d'abord une réglementation internationale. Bon, on ne va pas remonter très loin, mais les accords de Paris, rien que ça, les accords de Paris de 2016. Il y a les résolutions de l'Organisation maritime internationale. Elles sont très nombreuses. J'en citerai deux, mais un des objectifs de l'OMI, c'est de réduire de 50% les émissions du secteur maritime pris au sens très large, avec bien entendu le transport maritime, le transport de marchandises, qui est vraiment le secteur prépondérant, le poids lourd, je dirais, du secteur, notamment en termes d'émissions. Donc de réduire de 50% d'ici à 2050 ces émissions et de réduire également ce qu'on appelle l'intensité carbone d'ici à 2030. Une petite matérialisation en Méditerranée, c'est la création d'une zone CK. C'est quoi une zone CK? C'est une zone de faible émission carbone. Et cette zone CK, elle est en activité, ou en tout cas, elle va entrer en vigueur dans les semaines qui viennent, le 1er mai prochain. Et donc très clairement, les navires de commerce doivent, dès cette date, dans certaines zones, utiliser des carburants moins soufrés, donc pour leur propulsion. Il y a également des travaux sur une zone NECA. Une zone NECA, c'est une zone où seraient réduites les émissions d'oxyde d'azote. Donc ça, c'est des choses très concrètes qui avancent. Ensuite, il y a un niveau européen, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais c'est par exemple sur la construction de moteurs, vous avez certaines normes, ce qu'on appelle les normes Euro 1, Euro 2, Euro 3, que nous connaissons tous et qui s'appliquent à nous. Donc il y a un renforcement des réglementations au niveau du commerce, au niveau de la plaisance, où on en est en termes de réglementation. Alors, je décline avec la partie française. On a la loi climat résilience de 2021, et notamment son article 301 sur les transports maritimes, qui nous intéresse particulièrement. Enfin, il y a des stratégies. La stratégie nationale bas carbone, que nous connaissons tous, la stratégie nationale sur la biodiversité, et qui nous intéresse plus particulièrement dans le maritime, la stratégie nationale mer et littoral, qui a été validée il y a quelques mois, fin 2024, et qui est parue au journal officiel. Et après, il y a des feuilles de route. Les feuilles de route, ce n'est pas de la réglementation. C'est une boîte à outils, c'est une liste d'actions, une stratégie qui implique à la fois l'État et les partenaires. Alors justement, il y a le comité France Maritime qui a été lancé par le président de la République en 2016. C'est le secrétariat à la mer qui co-préside avec le cluster maritime français dont nous aurons un représentant tout à l'heure. Il y a une feuille de route en novembre dernier, en tout cas une première proposition qui a été présentée. Cette feuille de route donc, qui concerne la plaisance et le nautisme. Où on en est? Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui sur cette feuille de route qui concerne directement tous les gens qui sont là présents? Alors, la première feuille de route, c'est la feuille de route de l'État sur la décarbonation du secteur maritime, qui a été présentée par le secrétaire d'État à la mer aux dernières assises économie de la mer de Bordeaux en novembre dernier. Et certains d'entre vous y ont sans doute participé. C'était une feuille de route qui avait été co-rédigée par l'État et par le cluster maritime français, qui regroupe toutes les entreprises maritimes, que ce soit les chantiers, les armateurs,
tous les grands acteurs du monde maritime sont représentés au cluster maritime français. Et qui est avec nous, on l'aura tout à l'heure. La deuxième feuille de route, c'est la feuille de route, je dirais, nautisme et plaisance, qui nous intéresse tout particulièrement, et qui est, je dirais, coécrite par l'État et par la Confédération du nautisme et de la plaisance. Cette feuille de route, elle n'est pas encore sortie, elle n'est pas encore officielle, elle est en cours de finalisation, et on espère, en tout cas je l'espère, elle sera annoncée très prochainement. Stéphane, il y a eu une première ébauche présentée en novembre dernier. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut rien dire encore dessus? Bah, on connaît déjà un petit peu les axes principaux. On sait qu'il y a un certain nombre de groupes de travail qui ont été réunis et qui ont travaillé pendant un an, puisque cette feuille de route, elle a été lancée en janvier 2024, donc c'est un pas de temps assez court. Sur l'axe 1 qui concerne la transition énergétique et environnementale, eh bien, il y aura un certain nombre de propositions sur la décarbonation, bien sûr, de l'industrie nautique, la transformation écologique, énergétique et l'adaptation des ports, et c'est un point très important, et ma collègue Véronique nous en parlera très certainement. La promotion des pratiques vertueuses qui existent déjà aujourd'hui dans certains secteurs d'activité et qu'il faut promouvoir et je dirais un petit peu homogénéiser. Et enfin, une stratégie nationale de gestion des mouillages avec une territorialisation par façade, mais je crois qu'on en parlera après. D'accord. Donc ça, on peut attendre cette feuille de route pour quand? Quand est-ce qu'elle doit arriver officiellement? On l'espère dans les semaines qui viennent. Alors, la plaisance, Véronique, dans la région sud, c'est essentiel. Oui, bonjour à Si tous. vous aviez une photographie à faire tous. du monde de la plaisance, qu'est-ce que vous diriez dans notre région? Dans notre région, j'allais dire la région sud, c'est la région en France, en Europe, voire dans le monde, où il y a de la plaisance. Et en région sud, c'est indissociable. De toute façon, tous les étés, on accueille 40% de la plaisance mondiale. Donc ce n'est pas rien, c'est absolument énorme. Et ensuite, on est la région où il y a le plus de ports de plaisance en France et en Europe. Donc, comme vous l'avez dit, Michel, il y en a 147. C'est la région aussi où il y a le plus d'anneaux de plaisance, 65 000 anneaux à flot, qui représentent entre 25 et 30% de la capacité d'accueil de notre pays, 15 000 anneaux à sec. Donc voilà, la région sud, c'est la région de la plaisance. Et bien sûr, on accueille aussi la grande plaisance et le yachting. Alors depuis 2008, il existe ce dont on a parlé dans le film, c'est-à-dire cette certification, label port propre. C'est vous qui l'avez lancé, vous avez été au début, en 2008. Combien de ces 147 ports ont cette certification? Alors tout d'abord, certification norme, ce n'est pas synonyme de label. Attention, je suis très pointilleuse sur la sémantique. Un label, c'est quand on le crée, on est jugé partie. Quand on crée une certification, une norme, on l'a créée, certes, et nous on l'a créée, c'est la profession qui l'a créée. Néanmoins, elle est jugée par une structure totalement indépendante. Donc voilà. Ça, alors, je ne parlerai pas de label. Voilà, le petit point sémantique, mais auquel il faut faire très attention parce qu'une norme et une certification ont beaucoup plus de valeur qu'un label, forcément. Donc sur les 147 ports, 75 ports déjà certifiés, ports propres, 45 en cours de certification. Voilà, donc, et au niveau du Golfe? Et au niveau du Golfe, on a Saint-Tropez, les Marines de Cogolin, Sainte-Maxime, Cavalère. Voilà. En 2018, il y a eu donc port propre avec une deuxième norme, port propre avec des ports actifs en biodiversité. Là aussi, au niveau d'ici, du golfe de Saint-Tropez, où on en est au niveau de... Au niveau d'ici, nous en sommes à Saint-Tropez, Sainte-Maxime et les Marines de Cogolin. D'accord. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça apporte à ces ports de s'engager dans ces démarches? En fait, ce que ça leur apporte, c'est effectivement de structurer toute une démarche autour de leur engagement en matière environnementale, en matière de biodiversité, de protection. Et aussi, ça leur apporte, en plus, j'allais dire, de vérifier qu'ils font toutes les bonnes pratiques au niveau réglementaire, parce que clairement, un port, pour être certifié au départ, le socle, c'est d'avoir toute la réglementation qui est respectée. Ensuite, d'aller au-delà de la réglementation en matière environnementale. Et ensuite, ce qu'on n'avait pas forcément prévu, mais qui finalement coulait de source, c'est que l'environnement et la biodiversité dans un port, ça touche tous les secteurs, finalement. Et du coup, on se retrouve avec des ports qui sont certifiés, où la certification, la norme, est finalement un fantastique outil de management de l'équipe et de coopération entre l'équipe. Est-ce que cette norme est aussi importante en termes d'attractivité? Montrer que nous avons des ports propres fait que les touristes, les plaisanciers viennent.
Oui, en termes d'attractivité, c'est de plus en plus important. Les plaisanciers qui sont dans un port qui est certifié port propre ou port propre actif en biodiversité sont plutôt fiers d'être dans ces ports parce qu'ils savent qu'ils sont acteurs, que les installations sont faites pour eux et qu'elles sont faites aussi pour protéger le milieu dans lequel ils aiment bien évoluer. Et puis avec aussi les jeunes générations sont plutôt fiers aussi d'être dans un port qui affiche cette norme. Alors, la France est le premier pays en termes d'attractivité touristique. Donc effectivement, quand ils viennent sur le golfe de Saint-Tropez, les touristes ont envie de trouver la richesse du patrimoine maritime. Et là, on arrive sur ce que vous disiez tout à l'heure, Stéphane, le mouillage. Quelle est la stratégie de mouillage de la France ? Alors, stratégie mouillage, déjà en Méditerranée, il y a une stratégie qui est déjà un petit peu ancienne, qui date de 2010, qui concernait uniquement la plaisance. Ce que j'appelle la petite plaisance, c'est absolument pas péjoratif, mais tout le monde voit de quoi je veux parler. Cette stratégie, elle a été mise à jour dans les années 2016-2019 pour intégrer un certain nombre de textes nouveaux, et elle a intégré, nous avons intégré dans cette stratégie un volet grande plaisance qui n'existait pas auparavant. L'objectif, c'est quoi ? C'est d'identifier sur le littoral les secteurs à enjeu où il nous semblait important. Alors quand je dis nous, ce sont les services de l'État, préfecture maritime, l'ADREAL, les directions départementales des territoires et de la mer, la DIRM bien entendu, un certain nombre d'agences ou d'opérateurs, l'OFB, l'agence de l'eau, et j'en passe. Donc un certain nombre de secteurs à enjeu qui ont des problématiques soit de surfréquentation et de conflits d'usage, soit des problématiques de préservation des fonds. Puisque nous avons en Méditerranée une espèce qui est très présente en Méditerranée, donc les herbiers de Posidonie, qui est une espèce protégée depuis fort longtemps, depuis une loi de 1976, un arrêté de 1988, une directive européenne de 1992, mais jusqu'à présent, ces textes n'étaient pas appliqués concernant la protection des herbiers de Posidonie, puisque nous n'avions pas de connaissance des destructions ou de l'état, de l'importance des dégradations au fond marin. Et la nouveauté, c'est que dans les années 2016-2020, la France s'est dotée de cartographie des fonds marins. Donc nous avons un travail très important qui a été réalisé de cartographie et de mise à jour de ces cartes, qui étaient financées par l'Agence de l'eau, donc par nos redevances. Et ces cartes, aujourd'hui, elles sont disponibles gratuitement dans des applications mobiles, smartphones, qui s'appellent Donia. J'en fais la publicité, parce qu'encore une fois, c'est des fonds publics qui ont accompagné cette cartographie, et c'est un outil de connaissance essentiel. Et je dirais que ça a été un peu le déclencheur, puisque lors de cette cartographie, on s'est rendu compte que les zones où les herbiers étaient les plus dégradés, c'est là où il y avait le plus de mouillage. Et là, il y a des condamnations maintenant qui commencent à intervenir. La question, Stéphane, c'est que la France est vertueuse dans ce domaine, mais qu'en est-il des pays qui nous entourent et qui sont des concurrents du golfe de Saint-Tropez ? Je pense à la Grèce, je pense à la Croatie, je pense à l'Italie. Ça veut dire que si aujourd'hui, ici, on est très restrictif, les touristes, les passionnés de yachting, les plaisanciers ne viendront plus. Alors, c'est un point important. C'est le serpent qui se mord la queue. Et c'est effectivement une critique qui est faite à la stratégie mouillage et au service de l'État, et que j'entends tout à fait. J'aimerais juste rappeler que la protection l'herbier de Posidonie est un habitat protégé par une directive européenne. Donc normalement, la problématique que nous rencontrons ne devrait pas la rencontrer. Mais là, comment on fait donc défendre la biodiversité et en même temps maintenir une activité économique pour tous les professionnels qui sont sur le golfe ? Alors, deux choses. Tout d'abord, sur le benchmarking, parce qu'on a fait un travail, justement, on a regardé ce qui existait à l'étranger, parce qu'on nous a beaucoup critiqué, donc on est allé voir. Lors du forum mouillage qu'on a organisé, donc c'est une 3e session de ce forum. C'était en novembre dernier à Marseille ? Tout à fait, au Palais du Pharo, et il y avait plus de 250 participants, on a fait le plein. J'étais très heureux de cette affluence. Nous avons invité des collègues étrangers à venir présenter ce qui existait chez eux, notamment au Baléares, où ils ont un dispositif, un réseau très, très, très dense de bouées de mouillage pour toutes les tailles de navires, y compris des petits navires. Et donc, on est venu,
ils ont pu s'exprimer et présenter leurs projets. On a également connaissance de projets en Italie, notamment en Sardaigne. On sait qu'on a un sujet en Corse très important où il y a des navires qui traversent, je dirais, le détroit de Bonifacio et qui vont juste en face en Sardaigne. Mais là aussi, il y a des projets de mise en place de réseaux de bouées ou de coffres, donc des bouées de grande capacité. Et j'ai juste une anecdote à ce sujet. Nous avons reçu il y a quelques semaines à Marseille une délégation turque. Alors vous me direz, bah oui, la Turquie ne fait pas partie de l'Europe. Certes, mais c'est une destination touristique très importante et on a beaucoup de nos plaisanciers ou de nos propriétaires de yachts qui vont aussi séjourner en Turquie. Eh bien, ils sont venus nous voir pour voir comment est-ce qu'on avait travaillé parce qu'ils ont candidaté auprès du Plan Bleu. Le Plan Bleu, c'est une institution internationale. C'est l'organisme qui met en œuvre la Convention de Barcelone sur la Méditerranée. Et ils sont lauréats en fait d'un appel à projet qu'ils ont déposé pour équiper 700 km de leur littoral en Anatolie avec pas moins de 800 bouées de mouillage pour toutes les gammes de navires. Donc c'est assez intéressant de voir que c'est une problématique qui est prise en main aujourd'hui non seulement par nos voisins immédiats, l'Espagne, l'Italie, mais aussi par des pays un peu plus lointains. Alors, vous parlez des zones de mouillage. Il y a les SMEL, les zones de mouillage et équipements légers. Il y en a une sur la baie de Pampelonne. Ça a été instauré, enfin c'est actuellement en cours d'installation. Hein. C'est la mairie de Ramatuelle qui en est l'acteur principal. Ces SMEL, c'est un outil intéressant justement pour maintenir l'attractivité du territoire tout en préservant la biodiversité. Alors, l'ASMEL, derrière cet acronyme pas très joli, c'est un outil juridique. Hein. C'est comme on pourrait dire une concession ou une autorisation d'occupation. Donc, l'ASMEL, c'est un outil qui est présent sur d'autres parties du littoral. En Bretagne, vous avez énormément de SMEL, par exemple dans les abers, parce qu'il n'y a pas le choix, parce qu'il n'y a pas de port, parce qu'il faut se protéger de la météo, il y a des phénomènes de marée, etc. Donc il y a beaucoup de SMEL en Bretagne. En Méditerranée, c'était peu développé jusqu'à encore une vingtaine d'années. Aujourd'hui, on en a une cinquantaine sur la façade. Et 14 en PACA. Et 14 en PACA et 6 dans le Var. D'ailleurs, nous avons réalisé un petit inventaire des zones de mouillage, si ça vous intéresse, avec une fiche signalétique pour chacune de ces SMEL, et leurs caractéristiques, le nombre de bouées, etc. Et en quoi celle de Pampelonne est remarquable pour vous ? Alors déjà, elle n'est pas opérationnelle. Les autorisations ont été délivrées. Je crois qu'il y a eu des recours qui ont été purgés. Et elle doit être installée donc, pour la saison estivale 2025. Elle est remarquable pour deux raisons. La première, c'est sa taille. Puisqu'elle est très importante. Elle concerne donc plusieurs dizaines de bouées, dont des bouées pour des navires de grande taille. Mais je dirais, ce qui est intéressant, c'est que des plus petits navires jusqu'aux plus grands, tous les navires auront une bouée pour venir s'amarrer. Ça, c'est important. Donc une grande diversité de bouées dans la SMEL. Son importance géographique, puisque l'ensemble de la baie est couverte, et ça, c'était important pour éviter ce qu'on appelle les effets report. Si vous créez une SMEL au nord d'une baie, il est fort probable que le phénomène se déplace vers le sud de la baie. Et donc, il fallait couvrir l'intégralité de la baie, avoir ce qu'on appelle une vision intégrée, et également couvrir les zones de sable, ce qui a été difficile à faire comprendre au départ. Parce qu'on disait, mais pourquoi vous interdisez le mouillage sur le sable ? On interdit le mouillage sur le sable parce qu'autrement, les navires n'iront pas sur les bouées, ils iront sur le sable. Donc il faut avoir cette vision d'ensemble, éviter les effets report. Et ce qui est important également sur ce projet, qui est à mon sens exemplaire, la deuxième SMEL la plus importante, c'est la SMEL de Bagot, donc à Porquerolles, pour ceux qui connaissent, c'est 70 bouées. Là, on est encore au-dessus, on est à une centaine de bouées. Ce qui est important également, c'est que les enjeux économiques ont été pris en compte. Par exemple, le fait de maintenir une attractivité économique par rapport aux établissements de plage, aux restaurants. Les aspects paysagers ont été pris en compte, mais également les besoins locaux, c'est-à-dire les besoins de mouillage pour les propriétaires, les gens qui ont une résidence et qui souhaitent pouvoir bien sûr continuer de venir amarrer leur bateau dans ce secteur. La SMEL est gérée sur une délégation de service public qui est donnée par la commune de Ramatuelle. C'est un investissement lourd, c'est un vrai choix politique aussi, l'installation de cette SMEL. Oui, alors il y a la mairie, bien entendu, qui est très importante. Il y a également l'appui du service maritime de la communauté de communes. Le fait aussi, il faut le rappeler, que nous sommes dans un site Natura 2000, Corniche varoise, donc qui est géré par la communauté de communes. C'est important parce que c'est un niveau d'exigence supplémentaire à avoir. Dans un site Natura 2000, on ne fait pas exactement ce qu'on veut. Et donc, toute cette synergie, ça a demandé un travail considérable. C'est plus de 10 ans depuis l'initiative du projet jusqu'à sa finalisation.
avec plusieurs versions, avec des allers-retours, avec une concertation importante. Je crois que c'est vraiment un site exemplaire et dont on pourra s'inspirer pour d'autres SMEL ailleurs, dans des zones peut-être moins complexes, parce que tout n'est pas aussi compliqué que devant la plage de Pamplonne, heureusement. Mais voilà, il y a d'autres secteurs sur le littoral où on regarde avec beaucoup d'attention ce qui se passe ici. Et la plage de Pamplonne, c'est le patrimoine, puisque c'était là où dansait qui? Brigitte Bardot. Il est parfait, Stéphane Perron. 4 juin 2024. Je ne sais pas si pour vous, ça marque une date importante, mais pour Véronique Tourelle, c'est très important, puisqu'il y a eu, c'est devenu effectif, la création d'une norme ISO 18725 qui prolonge tout ce que vous avez mis en place au niveau des certifications port propre. Pour arriver à cette norme qui est une norme mondiale, quel a été le chemin? Et j'ai envie de dire, là aussi, quand il y a la volonté politique, c'est aller beaucoup plus vite que d'habitude. Expliquez-nous un petit peu ce parcours pour arriver jusqu'à cette création de cette norme. Tout à fait. Le 4 juin 2024, effectivement, c'est la naissance de la seule norme environnementale spécifique au port de plaisance dans le monde. Et c'est vous qui avez mené les discussions. Et j'en suis pas peu fière parce que, et d'une, j'en suis l'auteur, et de deux, j'avais pris la présidence en tant qu'experte port de plaisance pour AFNOR, l'Agence française de normalisation. J'ai pris aussi la présidence du groupe ISO, donc International Organization of Standardization, donc l'organisation internationale de création des normes. Et donc j'ai pris la présidence du groupe port de plaisance pour mener à bien cette norme, parce que clairement, comme vous l'avez compris, la norme port propre, on l'a créée en 2008, c'était une norme française. En 2012, on en a fait une norme européenne. En 2018, on a créé, et toujours avec nos partenaires, et notamment la région Sud, qui est un partenaire incontournable et qu'on ne peut que remercier de son soutien dans tout ce parcours quelque part du combattant. Voilà. Donc, combien de temps pour arriver à cette norme alors c'est d'aller très vite. Pour arriver à la norme mondiale, 18 mois. Combien de pays concernés? 20 pays autour de la table, 88 qui donnaient leur avis en permanence. Et aujourd'hui, quelle est son ambition? Quelle est l'ambition de cette norme? Alors, l'ambition de cette norme, c'est de pouvoir proposer le modèle quelque part français et le plus haut degré de respect de l'environnement et de la biodiversité à l'ensemble des ports de tous les pays qui souhaitent rentrer dans cette norme. On a fait une norme, on n'a pas fait une loi, donc elle est d'application volontaire. Néanmoins, une norme ISO, ça veut dire aussi qu'on a une grande majorité de pays qui est d'accord avec le référentiel et les 22 critères qu'il y a dedans. On ne va pas rentrer sur les 22 critères, mais non. En tout cas, les 5 grands principes de cette norme. Alors, les 5 grands principes. Déjà, faire une étude diagnostic environnement. Quelles sont les pollutions qui sont générées par l'activité portuaire et l'activité de plaisance? Et quelles sont les pollutions subies par le port? Parce que le port, je le dis, parfois ça fait sourire, mais il faut voir qu'il est en bas du bassin versant et que donc il subit des pollutions. La haute mer, il en subit aussi. Donc ça, c'est la première étape. On va repartir, c'est pareil, on repart sur les 5 doigts de la main, j'allais vous dire, c'est peut-être le thème de l'après-midi. Donc étude diagnostic port propre, lutte contre les pollutions récurrentes et contre les pollutions accidentelles. Évidemment, les ressources en eau et en énergie, voilà, comment les gérer, comment les réduire, comment les remplacer. La formation du personnel, hyper important, la formation du personnel portuaire sur les enjeux environnementaux, les enjeux de biodiversité et la sensibilisation des usagers. Et quand je dis les usagers, ce ne sont pas que les plaisanciers, il y a les professionnels du nautisme, il y a les professionnels du tourisme, il y a aussi tous ceux qui se promènent sur un port de plaisance. Les ports pas labellisés, oula, certifiés. Je vais me faire engueuler. Les ports certifiés port propre vont être automatiquement ISO ou alors il va falloir repasser tous les audits? Non, ils vont normalement être entre guillemets automatiquement ISO puisque le modèle français qui est le plus haut niveau d'exigence environnementale a été travaillé et c'est pour ça quand même les discussions, c'est allé vite mais pendant 18 mois on s'est quand même beaucoup affronté. En fait, les ports vont pouvoir passer directement sur la norme ISO. C'est juste une question administrative, c'est-à-dire que la norme elle est née en juin. Elle est applicable depuis le 1er novembre au port et comme les ports ont un audit annuel, il va falloir une petite année pour que tous les ports qui sont déjà certifiés port propre fassent leur audit annuel et passent en ISO. Stéphane, vous voulez dire quelque chose? Non?
Non, juste souligner l'importance du travail énorme réalisé ces dernières années par Véronique et par l'UPACA et par les ports de la façade. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont vraiment au top. Hein, et c'est vraiment un travail colossal qui est un travail de l'ombre, souvent. Alors, dans cette norme ISO, Véronique, est-ce que vous parlez de la transition énergétique ? Oui, nous en parlons parce qu'effectivement, il y a un critère notamment qui est sur, bien sûr, les énergies. Déjà, savoir les mesurer. C'est savoir mesurer sa consommation énergétique. Quand je dis la phrase comme ça a l'air évident. Sachez que sur le terrain, ça ne l'est pas du tout. Donc déjà, savoir mesurer ce qu'on consomme. Comment on le consomme, pourquoi ? Et ensuite, quelles sont les mesures que nous mettons en œuvre pour baisser cette consommation, voire pour la remplacer. Alors pour l'instant, dans la norme, et j'ai bien vu que c'était le point de rupture avec l'ensemble des pays mondiaux, je n'ai pas pu introduire des sources forcément décarbonées, si ce n'est introduire le fait de remplacer les systèmes énergétiques actuels. Néanmoins, on a fait un petit peu malin, c'est que dans la norme, il y a des critères obligatoires, et après, il y a des listes de bonnes pratiques dont on peut s'inspirer. Et dans les bonnes pratiques, on parle évidemment des nouvelles énergies, de transition énergétique. Et comme un référentiel de normes, ça se revoit tous les 5 ans, peut-être que dans 5 ans, mes partenaires et les experts des ports mondiaux auront fait un cheminement, on va dire, intellectuel vers plus d'environnement et de transition énergétique. On voit que c'est un sujet, selon les pays, qui est un sujet tabou quand même. Hein. C'est un sujet tout à fait tabou. La transition énergétique est un sujet tabou. Et alors le mot biodiversité, j'ai perdu ce jour-là 80% des personnes qui étaient dans le groupe de travail. J'ai cru qu'ils allaient faire un malaise. Hein, donc voilà. Et sur la décarbonation, on va vous dire dans quelques minutes des choses extrêmement importantes sur les constats dressés pour aujourd'hui et pour demain. Pour parler de cette décarbonation, on va accueillir deux représentants du numéro 1 mondial de fabricants de moteurs pour les bateaux de plaisance. Je vous demande d'accueillir pour Mercury Marine, Robert Eckstein et Yann Lefilastre. Robert Eckstein est chef de produit moteur pour l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Et Yann Lefilastre est directeur des ventes France-Méditerranée. Asseyez-vous, messieurs, séparez-vous. Vous ne pourrez pas vous asseoir à côté, sauf si l'un veut être sur les genoux de l'autre, mais ce n'est pas top. Et vous êtes également, Yann, en charge du développement des produits au niveau de Mercury. Yann, on commence avec vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ce numéro 1 mondial qui est Mercury Marine est organisé ? Bien. Bonjour à tous, merci de nous recevoir. Donc Mercury Marine existe depuis 86 ans, donc leader de la propulsion des navires de plaisance, que ce soit hors-bord, in-board, thermique et électrique. Appartient au groupe Brunswick, qui a été créé en 1845. Coté à Wall Street depuis 1869, c'est donc la 18e entreprise mondiale cotée à Wall Street. Ça a son importance, hein, c'est une affaire qui dure. Pour un chiffre d'affaires total d'à peu près 7 milliards de dollars et 17 000 employés dans le monde. La moitié de ces chiffres sont réalisés par Mercury Marine. Donc Mercury est la plus grande marque du groupe Brunswick, avec donc 3,5 milliards de dollars et 8 500 employés dans le monde. Donc Brunswick Marine ne vit que dû ou grâce au nautisme. Pour tenir son rang de leader mondial, doit innover en permanence pour répondre aux exigences du marché actuel et aussi de demain. On va parler de l'innovation chez Mercury avec Robert dans quelques instants. Mais d'abord, qu'est-ce que représente en termes de part de marché sur le golfe de Saint-Tropez votre entreprise et vos solutions ? Alors, en 2018, Mercury Marine a créé une nouvelle gamme de moteurs premium avec des concentrés de technologie que n'ont pas la concurrence pour répondre à une demande qui recherche des produits, des bateaux de plus en plus grands avec des moteurs de plus en plus puissants. Donc sont arrivés dès lors les V6, V8, V10 et V12 pour les 250 à 600 chevaux. Il se trouve, vous l'avez dit dans le film tout à l'heure, que la clientèle du golfe de Saint-Tropez est exceptionnelle, donc voilà, correspond parfaitement à cette tendance-là. Donc on a une part de marché sur les plus de 150 chevaux d'à peu près 45%. Donc on le doit aux produits, et puis on le doit aussi à nos partenaires qui sont nombreux dans la région, notamment avec Medio Distribution, qui est notre premier distributeur français.
Alors Yann, vous l'avez dit, Mercury Marine est obligé d'innover en permanence. Alors Robert, où en est-on en termes d'innovation et j'ai envie de dire de transition du passage du moteur thermique à ces nouveaux modes de propulsion? Où vous en êtes aujourd'hui à Mercury? Le dossier est vaste. Bonjour tout le monde. Je suis désolé, je suis britannique et mon français, c'est pas comme... Non, en fait, Robert aime bien qu'on lui dise « tu parles très bien français ». Mais ça se passera bien, Robert, vous parlez Donc, très bien. c'est une demande très intéressante. Au niveau innovation, je pense que c'est très important de voir le moteur combustion thermique. Ça existe déjà du 10e au 13e siècle. Après, les Anglais, 1780-90, ils ont fait les brevets. Après, il y avait les Américains, 1820 avec un bateau. Les Français, les ingénieurs français, ils ont fait un bateau en 1807 avec un moteur thermique. Donc, dans mon avis, je vois moteur thermique pour l'utilisation sur la marine, un peu comme les voiles. Pourquoi? Parce qu'au niveau... C'est toujours une question de densité énergétique. Donc, dans mon avis, ça va exister pour très très longtemps, le moteur thermique, parce qu'il n'y a pas des autres solutions aujourd'hui, vraiment. Donc, on voit ici cette innovation sur l'électrique, mais aujourd'hui, c'est seulement pour les petits bateaux qui vont avec je veux dire, la vitesse de la coque. Okay. 6 km, 10 km à l'heure. Ça va très bien, ça fonctionne, ça marche. Mais au niveau énergétique, au niveau de batterie, il n'y a pas de solution aujourd'hui au niveau des densités énergétiques pour avoir un bateau qui va plus vite ou plus loin. Donc aujourd'hui, ce que vous dites, Robert, c'est qu'en termes de transition énergétique, on est encore parti pour pas mal d'années avec des moteurs thermiques. Aujourd'hui, dans les productions de Mercury Marine, en termes de pourcentage, du coup, c'est énorme. Vous produisez aujourd'hui combien de moteurs thermiques par rapport à d'autres systèmes de propulsion? Je pense que c'est très important. Très important. Alors vous m'aviez dit en préparant, Yann, 99%. Oui, 99, sans problème. Qu'on soit clair. Par contre, ce qui ne vous empêche pas de travailler en termes d'innovation. Sur ces moteurs thermiques, il y a tout un travail aussi pour améliorer justement et diminuer le maximum l'impact carbone de ces moteurs. Expliquez-nous. Je pense que c'est aussi très relevant à dire le carbone, ça existe. Le problème du carbone, ça existe aussi avec les produits électriques, comme les voitures. Parce que pour faire une batterie, il faut utiliser beaucoup de produits et des procédés qui ne sont pas très responsables pour l'environnement. Donc, si je dois faire 1 kilo de cobalt pour faire une batterie lithium, il faut avoir peut-être 132 millilitres de l'eau. Donc, ce n'est pas gratuit et ce n'est pas toujours très efficace au niveau de responsabilité écologique. Donc, Robert, comment vous travaillez sur justement les améliorations du moteur thermique? Parce que j'imagine que le moteur thermique que vous allez vendre aujourd'hui, que vous avez présenté à Francfort, à ce grand salon en janvier dernier, ne ressemble pas au moteur d'il y a même 2 ans et encore moins au moteur il y a 10 ans. Sur quoi vous travaillez en termes d'amélioration de ces moteurs thermiques? En réalité, le cycle, c'était inventé il y a 150 ans, le Otto cycle, c'est le cycle Otto, 4 temps. Et ça, c'est la base pour l'améliorer, pour avoir une émission mieux. Et nous avons, avec notre équipe de recherche et de développement, les ingénieurs, on a travaillé beaucoup à comprendre les meilleures routes. Et il y en a beaucoup de technologies disponibles avec un prix satisfaisant aussi pour les clients. Parce que j'ai vu par exemple les produits méthanol, biométhanol avec un fuel cell pour créer l'électricité pour faire un bateau. C'est très beau. C'est très beau. Mais c'est aussi très très cher. Okay? Ce n'est pas un produit que quelqu'un peut acheter parce que ça coûte vraiment cher. Donc, pour avoir les produits qui satisfont aussi les demandes du marché, il faut voir divers produits
par exemple, de l'essence ou du gasoil, qui sont beaucoup plus efficaces et sont aussi mieux par rapport à la contamination. Donc nous avons les moteurs diesel, gasoil, qui utilisent le HVO. HVO, c'est un produit par McDo, par exemple, quand ils font les patates, les frites. C'est les huiles végétales. Et cette L'utilisation d'huile végétale. Cette huile peut être procédée pour être utilisée dans notre moteur diesel, par exemple. Donc, ça diminue un petit peu le CO2, mais ça diminue aussi beaucoup NOx. Et ça peut être très intéressant au niveau de contamination de l'air. Vous travaillez aussi sur des solutions méthanol, éthanol. Vous travaillez sur énormément de solutions. Hein, nous travaillons beaucoup pour comprendre, mais aussi quand il y a les solutions intéressantes, on fait un projet pour voir si ça fonctionne. Non seulement au niveau technique, mais aussi au niveau pour l'environnement et aussi au niveau du business. Quand je parle de l'environnement, pour nous, c'est très important d'utiliser les procédés de life cycle assessment. Ça veut dire de la naissance fin à la cimetière d'un produit. Excusez-moi? Le cycle de vie, oui. Très bien. Le cycle de vie. Nous avions compris, Robert. Jusqu'au Merci. cimetière. Et c'est pour ça, quand on voit le cycle de vie, on voit très très vite quels sont les carburants plus intéressants, quels sont les procédés de faire un moteur plus intéressant. Et dans mon avis, comme j'ai dit avant, les moteurs thermiques, bien sûr, ils changent dans l'avenir. Je ne sais pas quand. Par exemple, maintenant, la Commission européenne travaille sur le prochain, a commencé plus ou moins maintenant à travailler sur le prochain RCD 3. Ça, c'est le Recreational Craft Directive. Et ça, peut-être, ça va être fini 2030, 2031. Je ne sais pas quand, parce qu'il y a des procédés pour implémenter, et je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a inclus. Peut-être il y a aussi les émissions plus bas. Et peut-être notre moteur sont équipés avec les catalystes ou avec autre chose. Je ne sais pas. Mais c'est lent, c'est très lent. Hein? Ça dure 5 ans, 6 ans pour avoir un nouveau directif. Mais il y a un directif. Les moteurs thermiques, il existe toujours. Alors, vous l'avez compris, il y a du HVO, il y a de l'éthanol, il y a de l'électricité, il y a encore du gasoil. C'est une vraie problématique, ça, pour les ports, Véronique. Vous avez demandé une étude et Oui. la FIN, la Fédération des industries nautiques, qui interviendra en fin de ces rencontres économiques, a participé à cette étude. Tout à fait. Expliquez-nous ce que vous avez mené comme recherche, justement, pour dresser un constat. En fait, notre demande en tant que gestionnaire de port, c'était de savoir vers où nous diriger et vers où nous diriger quand nous faisons un nouveau projet portuaire. Et notamment un nouveau projet portuaire d'une station d'avitaillement, parce qu'on voit, oui, l'hydrogène, l'électricité, l'HVO, l'éthanol, et puis on est dans un brouillard commercial, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une entreprise qui fait ce type de solution, ben, ils viennent nous voir, et puis c'est à la limite la culpabilisation. Si le gestionnaire de port ne prend pas cette solution, ben, ça veut dire qu'il n'est pas très positif vers l'environnement, etc. Or, comme on n'avait aucune donnée et rien pour s'appuyer, puis qu'on ne voit pas des navires arriver avec une propulsion électrique, avec une propulsion hydrogène, etc., on a souhaité se tourner vers des experts et vers des représentants de la Fédération des industries nautiques, disant mener une enquête pour qu'on sache en fait ce qui va se passer. Eh bien, le résultat de cette enquête, il est clair. C'est que pour l'instant, on n'a pas de base. Je veux dire, on n'a pas de direction pour se dire demain, il faudra mieux que j'installe des bornes à recharge électrique rapide ou que j'installe de l'hydrogène ou que j'installe de l'éthanol. Par contre, on sait que ça évolue, que ça change. Donc, on reste très observateur, on reste en vigilance, on reste en veille. Mais pour l'instant, il serait totalement irresponsable que de dire j'installe telle solution, voire plusieurs, parce que quand même le port de plaisance, ça reste un service public dans lequel, si on veut mettre toutes les énergies qui nous sont proposées, ce sera des millions et des millions d'euros.
Et qu'est-ce qu'il y aura en face? Si c'est pour un navire de temps en temps, ce serait totalement irresponsable. Alors justement, quand on parle de structuration de filière, vous comprenez aisément qu'un port ne pourra pas tout proposer. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'il y ait aussi des attentes pour que les gens qui viennent se ravitailler sur le golfe de Saint-Tropez puissent tout trouver sur l'ensemble des ports. Imaginez si on fait un peu de prospective. Comment vous voyez la chose? C'est ça, exactement. Et on a demandé à nos experts et on a travaillé avec eux sur de la prospective. Oui, si demain il y a, je ne sais pas, 1% de navires électriques, 0,5% à l'hydrogène et 2% qui sont au bioéthanol, ou je ne sais trop. Quelle pourrait être la solution qu'on peut mettre en place? La solution, c'est que sur un bassin de navigation, et ça pourrait être le golfe de Saint-Tropez, qu'il y ait une entente et que chaque port ait peut-être une spécificité. On peut trouver la recharge électrique dans tel port, on peut trouver l'HVO, si tant est qu'on puisse y accéder, ce qui serait une solution quand même fort intéressante. L'HVO dans le port X, l'hydrogène dans le port Y, et donc on peut imaginer finalement un mix énergétique, mais qui serait à l'échelle d'un bassin de navigation. Après, ce sont nos réflexions. Bien évidemment, loin de nous l'idée que d'empêcher un port que de tout proposer. Néanmoins, pour l'instant, j'allais dire, la proposition, on ne sait pas encore si on va la faire. Par contre, on reste très attentif, on reste en veille et on fait des réserves dans nos travaux. C'est-à-dire, on va garder un emplacement pour une cuve supplémentaire. On va garder un endroit où on va pouvoir faire passer de la connectique, etc., pour prévoir ces nouveaux modes de propulsion. Néanmoins, pour l'instant, voilà, on ne va pas tout acheter. Alors vous l'avez compris, Robert voyage beaucoup à travers le monde, mais pas très loin d'ici, en Italie, aux Cinq Terres, comme à Amsterdam, il y a eu des décisions politiques justement qui ont amené les collectivités à interdire l'utilisation de moteurs thermiques, c'est ça? Expliquez-nous un petit peu et quelles ont été justement les conséquences pour les plaisanciers justement. Donc cette histoire de la Cinque Terre était liée avec une étude pour les poissons, et un problème avec le bruit. Donc c'est pas lié avec le CO2 ou autre. L'impact de ça, beaucoup de gens qui travaillent pour les touristes avec les bateaux, ils achètent les moteurs électriques et ils utilisent ce moteur. Donc, par exemple, un bateau avec les touristes parle de Gênes. Ils utilisent le moteur gasoil ou essence. Et quand il arrive à 5 km de Cinque Terre, ils mettent le moteur électrique et il fait le dernier 5 km ou 4 km en électrique. Parce que aussi, c'est contrôlé. Et ça, c'est aussi une autre chose que j'ai vue. Dans le monde, le gouvernement, institutions, police, douane, ils sont toujours dans le bateau. Ils utilisent leur bateau beaucoup plus par rapport à la plaisance. L'utilisation pour la plaisance est très peu. Peut-être c'est 50 heures par an. Mais un douanier ou un policier ou un capitainerie de port, il est tous les jours. Peut-être il fait, je ne sais pas, 1000 heures par an. Donc, c'est plus susceptible à avoir les heures d'utilisation et qui fait cette utilisation. Parce que aussi ça a un impact pour l'environnement, pour les ressources. Et est-ce que ça a éloigné les touristes? Est-ce qu'il y a moins de plaisanciers qui viennent aux Cinque Terres comme à Amsterdam parce que le thermique est interdit? OK, deux questions. Je ne sais pas encore, on verra parce que je pense que ça va être implémenté cette année à Cinque Terre. Amsterdam, c'est une autre histoire. Amsterdam, ça fait 12 ans. Le maire d'Amsterdam voulait faire tout en électricité, tous. Et si tu vois Amsterdam, inclus la rivière, il y a 15 000 bateaux. Et aujourd'hui, il y en a 7 positions pour charger au niveau électrique. Donc, tu peux imaginer avec 15 000 bateaux et 7 postes pour charger, c'est impossible. C'est impossible. Et c'est aussi un bon exemple à Amsterdam avec l'implémentation des lois locales qui non fonctionnent. Ils ont fait, par exemple, pour les bateaux, construction de bateaux, de bâtiments,
c'est interdit d'utiliser les outils avec fossil fuels, avec essence ou diesel. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Tous les outils sont électriques. L'après-midi, à 3 heures, toutes les batteries sont vides. Ils mettent sur un camion. Ils portent à 40 km à Almere pour charger. Il y en a des champs avec les générateurs à diesel, à gasoil. Et pendant la nuit, ils chargent les batteries. À 5 heures du matin, ils arrivent le camion. Ils mettent tous les outils sur le camion. Et un bel impact carbone camion. Donc, c'est encore pire. C'est encore pire. Alors justement, on le voit, hein, c'est compliqué, c'est une problématique, cette transition, Yann, qui est extrêmement compliquée. L'électrique aujourd'hui, c'est-à-dire, c'est en complément du thermique. Comment vous êtes positionné aussi un petit peu sur ce marché alors? C'est exactement ça, c'est vraiment un complément. On a lancé donc notre gamme Avatar, dont le premier modèle est illustré ici avec le 750 watts. On va jusqu'à 11 kW, donc on est destiné à des plus petites embarcations. La cible, c'est en premier lieu les moteurs d'annexe. Il y a beaucoup de navires importants qui ont des annexes embarquées avec des petits hors-bord. Donc très souvent choisissent par confort, puisque c'est des moteurs qu'on n'entend pas, et puis par conscience écologique, de les remplacer par des petits électriques. Donc l'annexe, c'est un marché important. On a aussi la location de petits bateaux, puisque la licence, le permis bateau démarre à 6 chevaux en France. Donc il y a beaucoup de petites bases de location de petits bateaux qui décident de passer aussi en électrique. On a une grande cible là-dessus. Et puis les marinas également. Alors je ne sais pas si c'est lié à la certification, mais beaucoup de marinas se retournent vers nous pour nous demander des solutions électriques également pour équiper les bateaux qui oscillent dans la marina pour faire du service. Stéphane, un dernier mot. La transition énergétique, ça va prendre du temps. On est d'accord ? Oui, ça va prendre du temps. C'est des objectifs. On sait qu'on a des objectifs calendaires, on a des dates, des grandes dates, 2030, 2050. C'est une direction, c'est un cap. Le cap est fixé. Après, on voit les reculs qu'il peut y avoir dans l'industrie automobile. On a annoncé des grandes dates, et puis plus on approche de la date, plus les constructeurs disent on n'y arrivera pas, on va être obligé d'avoir des délais supplémentaires. Je crois que la solution, c'est effectivement l'hybridation, c'est le fait d'avoir des modes de propulsion alternatifs ou complémentaires à renvoi des cargos à voile qui navigueront pas exclusivement à la voile, ils auront un moteur, mais la voile va permettre de réduire la consommation. Alors de 20, 25, peut-être 30%. On voit les navires hybrides. D'ailleurs, je précise, nous avons un patrouilleur de 46 mètres. Il a une propulsion classique, mais il a aussi la possibilité de passer en tout électrique. Donc quand on rentre dans un cœur de parc, par exemple quand on va dans le parc des Calanques ou dans le parc de Port-Cros, eh bien on passe au tout électrique. Je pense que ça, c'est la solution. La solution, je dirais quasi immédiate, parce que là, la technologie, elle existe. Alors après, il y a effectivement, comme l'a dit monsieur, des types de propulsion qui sont beaucoup plus onéreux, beaucoup plus complexes. Il y a un point aussi sur lequel il faut être vigilant, c'est que tous les ports de plaisance ne pourront pas, comme l'a dit Véronique, tout prévoir comme investissement, mais il y a aussi des réglementations qui s'imposent. Et on a déjà, nous, touché du doigt des navires qui sont propulsés à l'hydrogène, mais qui ont du mal, où le port a du mal à installer les équipements, parce qu'il est en centre-ville, il est à proximité d'habitation, etc. Et la réglementation aujourd'hui sur les installations dangereuses fait que le port ne peut pas installer ces équipements. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Je crois que c'est un point très important, c'est qu'au-delà de la transformation des flottes, que ce soit les navires de commerce, les navires de pêche, les navires de plaisance, il y a la transformation des ports, et il faut que la réglementation, elle avance dans le même pas de temps, parce que si les ports ne sont pas prêts, les clients ne changeront pas de navire. Donc il faut que les deux avancent dans le même pas de temps. Véronique, Stéphane, Robert, Yann, merci beaucoup pour toutes ces informations, et j'ai envie de dire ces constats sans langue de bois, on peut les applaudir. Merci beaucoup. Alors là, maintenant, nous allons faire une petite pause sucrée, ce qu'on appelle en général un goûter. Et ensuite, on va se retrouver dans 30 minutes. On abordera les problèmes d'attractivité. Et également, nous évoquerons la formation sur le golfe de Saint-Tropez. Et vous vous direz peut-être à la fin de cette journée, aujourd'hui, nous avons vécu un moment historique pour la filière nautisme.